Bonjour à chacun et bienvenue pour les rencontres du CDMM qui souhaitent faire connaître les différents métiers et entrer au métier du livre. Comme vous le savez, nous avons le groupe Le Monde qui a emménagé en mai près de la gare d'Austerlitz. Et cela nous a donné l'idée et l'envie de mieux les connaître et mieux vous les faire connaître. En septembre, nous avons eu la chance d'accueillir Gilles Van Cotte, le rédacteur en chef directeur, qui est délégué aux relations avec les lecteurs et qui nous a parlé des problématiques du numérique. L'aventure continue aujourd'hui avec un autre pilier du groupe Le Monde et du métier lié au groupe Le Monde, c'est-à-dire ici aujourd'hui c'est le métier de documentaliste. Le travail de l'ombre, pour quelqu'un qu'on va mettre en lumière aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, l'adoption d'une politique documentaire commune et puis la mutualisation des ressources pour le groupe. Vous l'aurez compris, être documentaliste aujourd'hui et être documentaliste dans un groupe aussi grand que celui du Monde est un vrai challenge. Pour nous en parler, nous avons la joie d'accueillir Muriel Godot, qui est la chef du service documentation du groupe Le Monde. Et nous vous remercions particulièrement d'être ici ce matin parmi nous et d'avoir pris le temps de venir nous éclairer sur votre métier et les différents aspects. Merci à vous de nous recevoir, je suis très contente d'être là. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui nous a fait choisir le fait de vous rencontrer et on s'en réjouit. Ma collègue Marie-Caroline Bretillo a, dans sa veille, dépouillé un archimag et est tombée sur une interview qui fait date, que je vous recommande, et qui est dans notre service, et qui nous a vraiment interpellés et donné envie d'aller plus avant et de faire connaissance. Et puis, à son initiative et dans le montage qu'elle a fait, voilà, nous sommes aujourd'hui réunis pour pouvoir découvrir ce beau métier. Le rythme sera d'une quarantaine de minutes de présentation à peu près, et puis après, un jeu de questions libre avec la salle. Vous retrouverez cette rencontre en ligne sur YouTube, ainsi que aussi une capsule vidéo qu'on fera un peu plus personnelle. Merci à chacun. Pour la sortie tout à l'heure, ce sera par l'entrée des artistes. Vous aurez aussi ce privilège aujourd'hui. Et puis, très bonne rencontre à tous. Merci. Donc, je suis Muriel Godot, je suis chef de service du groupe de la documentation du groupe Le Monde. Est-ce que ça marche là? C'est bon? Comme ça? Donc on est ici pour parler d'un métier un peu particulier, c'est d'être documentaliste de presse. Donc c'est pas tout à fait la même chose que d'être documentaliste dans un centre de bibliothèque, même si on retrouve les mêmes choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement surtout les grandes mutations qui ont eu lieu dans notre métier et qui nous amènent aujourd'hui à une documentation dynamique et qui colle toujours aux besoins de la rédaction, parce que c'est ça notre problématique à nous, interne. Et ensuite, je vais esquisser un certain nombre de choses et je vous propose que selon vos appétences, selon vos souhaits, que vous me posiez des questions et dans ces cas-là, je reviendrai plus en avant et plus profondément sur un sujet. Parce qu'il y a des choses qui sont plus techniques, je ne sais pas si ça vous intéresse, il y a des choses qui sont plus de l'ordre du rédactionnel, donc il faut qu'on soit... Je vous intéresse, parce que sinon c'est... Je peux parler pendant des heures de ce métier, qui est un très beau métier, mais bon. Donc je vais d'abord juste esquisser vite fait mon parcours. Moi je suis chef de service depuis 1 an, tout juste, 1er décembre, l'année dernière. Donc avant j'étais adjointe de service et je vais parler essentiellement de Sébastien Carganico aussi, qui était le chef de service pendant 11 ans et qui a entamé toute cette partie de mutation, et c'est lui qui a en grande partie esquissé cette volonté, qui a eu une volonté de décoller la documentation simplement de nos fonds pour aller vers la rédaction. Donc, d'abord il faut savoir que le journal Le Monde a toujours eu une documentation, et pareil pour l'Obs, la doc de Télérama commence en 50, comme le journal, la doc de La Vie commence en 45, donc tous les journaux ont toujours eu des docs. Donc une documentation de presse à l'époque, c'est en fait le premier rôle du documentaliste, c'est la conservation de nos fonds.
ça rejoint la documentation de tous les métiers, comment on conserve nos fonds. Donc en 1945, la conservation de nos fonds, c'était, on prenait le journal tous les jours, on décollait, on collait sur des papiers et on classait dans des dossiers. Ça, c'était cette conservation. Et par ailleurs, les documentalistes, à ce moment-là, notaient sur des petites fiches pour qu'on puisse retrouver l'information. Puisque le documentaliste de presse a toujours été, le centre de documentation est un centre de recherche. On doit répondre à la rédaction, qui nous pose des questions, et donc questions qui peuvent être diverses et variées. Et on va voir que les questions ont donc évolué en fonction des mutations, évidemment, des techniques de la société et du journal. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pôle tout seul, on a suivi les grandes mutations du journal aussi. Et il a fallu qu'on s'adapte, puisque le journal est passé, on est passé des rotatives, on est passé à des flux informatiques. Donc je vous montre juste, alors ça c'est vraiment pour l'anecdote, pour que vous regardiez un petit peu. Donc je vais plus. Alors, à partir du début. Comment je fais pour passer? Ah voilà, pardon, ça y est, je l'ai. Donc ça. Merde, pardon. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est le centre de documentation dans les années 70. Donc, on découpait le journal et on le classait dans des petites fiches pour pouvoir les retrouver. Et ensuite, on se retrouvait avec une feuille comme ça, c'est-à-dire collée, plusieurs articles. Donc là, c'est sorti de la boîte OAS, années 62. Et donc, on avait donc les articles avec bien toujours, évidemment, qu'est-ce qui fait qu'une conservation d'une source, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est d'où vient cet article, là c'est le nom de Sébastien, et la date. Donc c'est toujours, alors nous on a cette particularité, évidemment, c'est la date datée du journal, pas la date du jour. Donc voilà, ça c'était comme ça. Et ces dossiers-là étaient classés dans des dossiers, enfin ces petites fiches, et puis ensuite on cherchait si on avait besoin de savoir, on allait regarder la fiche OS, et on savait qu'on pouvait retrouver. Donc là c'est vraiment, on était dans un truc, bon. Peu de personnes ont connu ça, hein, la documentation. Moi, j'ai été embauchée d'abord pour travailler sur les archives du Monde 2, quand le mensuel est passé hebdomadaire. Donc il y avait 15 pages à la fin d'archives. Et donc moi, j'ai travaillé en tant que documentaliste là-dessus. Donc moi, j'ai connu ça. Puis, il y a une très grande politique de numérisation au Journal Le Monde, et donc toutes nos archives ont pu être numérisées. Donc maintenant, c'est informatisé et on peut les retrouver dans nos bases de données. Donc voilà. Alors, la grande mutation, une des plus grandes mutations, c'est le passage à l'informatique, évidemment. Donc on passe de ce système de fiches, de dossiers, du papier, à un système où nos flux informatiques rentrent dans une base de données. Cette base de données, elle est donc consultable par les documentalistes, elle est alimentée par les documentalistes, et les documentalistes indexent chaque article avec des mots-clés, enrichissent des champs. Puis ensuite, deuxième partie de cette base de données, on peut rechercher. Donc moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, on recherchait sur une base de données à base de code. On tapait find by, lead, on pouvait rechercher dans le titre, on pouvait rechercher, on avait un système qui était déjà un peu performant à l'époque, puisqu'on pouvait chercher par taille, titre, corps du texte, signature, sig, as. Enfin bon, c'était vraiment c'était pas une recherche du tout aisée. Puis, cette base de données a été transformée, d'abord une première fois, et ensuite la vraie grosse mutation pour nous, c'est en 2008. Alors, c'est la révolution copernicienne de la doc, comme disent certaines de mes documentalistes, sous l'impulsion donc de Didier Rioux et de Sébastien Carganico, qui était alors son adjoint. Ils ont décidé de faire un moteur de recherche, de faire une base de données avec un moteur de recherche extrêmement puissant et basé sur la sémantique. Ce qui fait qu'on pouvait, la grosse innovation, d'abord l'indexation a été beaucoup plus légère pour les documentalistes, on n'indexait plus, on enrichissait, et par ailleurs, la recherche était totalement simplifiée, c'est-à-dire qu'on avait une barre de recherche et on pouvait rechercher partout, dans tout le texte. Donc on ne recherchait plus seulement dans ce qui était indexé par les documentalistes, c'est-à-dire des champs très précis,
mais dans tout le texte. Et donc je vous montre, c'est une photo, ça, là c'est la photo de Jack. Voilà, c'est pas, ça c'est l'interface documentaliste. Hein. Donc on a, voilà, donc on recherche simplement Buffon et on a tous nos lieux dans le monde et puis on a le reste. Donc ça c'est le premier moment où on s'est dit qu'on pouvait arrêter de couper, de coller le monde dans des dossiers. Il y avait une personne qui était dédiée à ça, donc on est passé, à ce moment-là, on commence notre transition vers l'arrêt du papier. Autre grande nouveauté dans cette base de données, on a des documentations de presse enfin j'allais dire de France, mais il y en a peu, enfin c'est quand même les grosses avec un centre, avec un flux informatique important, se regroupent en coopération et échangent leurs flux. Ce qui fait qu'on reçoit le flux, par exemple, du Figaro contre le flux du Monde, d'IB, donc on reçoit tous les flux de la presse quotidienne nationale et de la presse quotidienne, de la presse hebdomadaire nationale, donc la PQHN. Donc ça c'est très important puisque jusqu'à présent on découpait aussi cette presse-là, qu'on calassait dans des dossiers, ce qu'on appelait au Monde, ce qui était très drôle, c'était les documents extérieurs. Il y avait le Monde en majesté, puis les documents extérieurs, les autres, mais qui est très important puisque c'est aussi dans ça nous permettait de constituer des dossiers à partir de ce qu'écrivent nos confrères. C'est toujours très important d'avoir un autre point de vue que notre point de vue propre. Ça a toujours été ça au Monde. Donc là, on se retrouve avec une base de données extrêmement complexe où on peut faire des recherches dans tout le texte. On peut rechercher dans la titraille, dans l'article, par signataire, par date, et on peut rechercher partout. Cette grande nouveauté, c'est que ce moteur de recherche, cette base de données, est ouverte aux journalistes. Donc, sur quelque chose de beaucoup plus simplifié, hein, c'est-à-dire que vraiment, là, ils ont, eux, une barre de recherche. Il y a vraiment voulu une volonté de simplification parce que plus on met de critères dans la rédaction, plus ils cherchent et donc moins ils trouvent. Parce que si on met des critères et qu'on se trompe sur un truc, là, c'est foutu. Donc, déjà, il suffit de se tromper sur la date, ce qui est hyper courant. Quelqu'un me dit, oh là là, j'ai vu un papier qui est sorti au mois de septembre. Bon, tous les coups, c'est au mois d'octobre, ou au mois de novembre, ou au mois d'août. C'est pas, donc il faut rechercher toujours, il faut ouvrir. Et cette base de données, en l'ouvrant aux journalistes, ça leur permet une plus grande autonomie. Ça leur permet de rechercher, de faire des recherches. Donc là aussi, dans cette période-là, dans les années, donc on passe sur la révolution Internet, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le centre de documentation, quand on appelait, ça pouvait être des recherches plus dans des livres, ailleurs, ou des recherches très... Enfin, j'ai eu des recherches, moi, de type le matin en urgence, quelle est la date de naissance de Napoléon. Bon, j'ai eu une recherche aussi horrible sur le débit du Nil, un matin, à 7h du matin, quel est le débit du Nil au mois d'août et au mois de septembre, aux différents endroits de l'Égypte. Bon, bah là, c'est très dur. Donc, Internet change aussi les pratiques, c'est-à-dire que maintenant, les journalistes peuvent chercher seuls, ils n'ont pas besoin. Donc nous, l'idée, c'était de garder du temps pour faire un travail à forte valeur ajoutée. L'indexation, c'est une partie du travail de documentaliste où on a de cesse de le diminuer. Parce que c'est pas... L'idée, c'est de toujours coller aux besoins de la rédaction. La rédaction, elle a besoin de cette base, elle a besoin de retrouver effectivement ses fonds, elle a besoin de retrouver ses articles. Mais elle a d'autres moyens. Enfin, là, ces moyens-là, et puis après, elle peut nous appeler. Mais l'important, c'est de pouvoir s'adapter. Et donc, les rédactions, eux, on peut leur apporter, on crée des dossiers, du coup, à façon, sur mesure, pour eux. Ils ont un thème, ils choisissent, on angle le thème. Et à ce moment-là, on leur apporte des sources qui ne sont pas forcément des sources dites classiques, mais des sources très spécialisées, ou des sources payantes, où on va chercher. Donc, on est dans un système, à l'heure actuelle, là où on ne collecte plus l'information, puisqu'on est classé dans les dossiers, mais on la recherche. Et ça nous permet d'être au plus près en fait, de la demande. Parce que, je prends un exemple tout bête, mais si on nous avait demandé je pars en reportage au Mali, on donnait le dossier Mali du Monde, donc c'était un gros dossier comme ça, puis le journaliste regardait, et en fait, dedans, il y avait de tout. Maintenant, on a une demande très précise, là, d'un journaliste qui va être embarqué avec l'armée française et au Mali. On va lui faire un dossier purement sur l'opération Barkhane, sur le Mali,
Premier dossier comme ça, ensuite il revient, il me dit moi je voudrais une partie plus peut-être économique et qu'est-ce qui s'est passé à telle date, où est-ce que tu peux me dire quelles sont les forces en présence, autrement les choses. Donc à ce moment-là on fait des dossiers vraiment c'est des recherches complexes en fait. On est passé d'une recherche simple à une recherche complexe. Mais pour faire des recherches complexes, il faut du temps, évidemment. Sinon, les documentalistes, si elles ne font que l'indexation de 8 heures par jour, elles ne peuvent pas faire autre chose. Donc ça a été la grosse période d'adaptation, j'ai envie de dire, entre 2008-2009 et notre arrivée là maintenant à une doc regroupée, donc, puisque nous avons une doc qui est ensemble, là, toutes les docs du groupe. Donc je vais continuer à vous parler un peu de nos pratiques, puisqu'on a du temps, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut, c'est, dans la documentation, l'autre grand axe de travail, c'est la valorisation de nos fonds. On a des fonds patrimoniaux très riches, on a des archives depuis 1944, qui sont au monde numérisés. Dans le groupe, on est en train de finaliser la numérisation de la vie l'Obs sont finalisées, numérisées. On est en train de finaliser celle de Télérama. Donc tout ça, on aura aussi, dans le groupe, on va avoir une très grosse richesse de fonds patrimoniaux. Et à charge aux documentalistes de les faire vivre, ces fonds. Parce qu'une archive, moi j'aime pas du tout quand on dit vous êtes le service des archives. Ah non, on n'est pas le service des archives. Nous, on n'est pas mort, on est vivant. Donc certes, on travaille sur les archives, mais on les fait revivre. Donc on peut les faire revivre de plein de façons, hein, en les mettant sur que ce soit print ou web. L'important, c'est de les recontextualiser et de les adapter, enfin pas le texte, mais dans tous les cas d'expliquer pourquoi. Donc on a eu on a fait énormément de projets pendant ces 10 dernières années. On a eu une première fois, alors un des projets numériques, les premiers projets numériques, c'était la timeline. Donc ça voilà, c'était l'édition abonnée, proposée au monde, donc on proposait aux éditions, donc une timeline comme ça où on défilait. Et il y avait 2-3, alors là c'était au début parce que c'était le lancement, mais en fait il y avait 2-3 événements par an, ou après des gros dossiers. Et on partait d'une archive et on la complétait, on l'éditait pour qu'on la recontextualise, pour qu'elle soit lisible, parce que toutes les archives ne sont pas lisibles, notamment des éditos qui peuvent être très complexes. Et ensuite on l'a proposé. On avait aussi des photos, on avait un accord avec l'agence Magnum, des vidéos, et voilà. Et après, on avait aussi des grands dossiers qu'on appelait des grands angles, donc mai 68, où là, on avait carrément une vingtaine d'archives. Donc, on constituait un dossier avec une vingtaine d'archives. Donc, c'était quelque chose d'assez riche. Parallèlement à ça, on a participé avec l'équipe des hors-séries à des petits livres qui s'appellent les livres histoires, que vous voyez ici. Donc, je vous en prends un. Je me les place. Hop, voilà. Donc, la documentation. Donc, ça, ce sont des petits livres histoires. On en a fait 40. Donc, c'était intense comme projet. Et dans ces livres, donc c'est à partir des archives du monde uniquement, avec un papier d'ouverture par un journaliste qui connaît bien le sujet. Et il y a une grande chrono au début. Et ensuite, il y a des bibliographies. Les documentalistes. Et sur ce, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été accompagnés aussi par la direction, on a été formés à l'écriture sur le web, formés à beaucoup de choses. Et on a donc commencé, on rédige beaucoup. On touche à l'éditorial en ce sens, c'est-à-dire que les chronologies de 13 000 signes ou 14 000 signes, c'est les documentalistes qui les font. De même que pour les hors-séries, là à l'heure actuelle on a plusieurs hors-séries. Je vais vous montrer. Voilà, si on tombe sur ces pages-là, donc là, excusez-moi, le kiosque n'est pas complètement à jour, mais on a des... Voilà, donc on travaille... Donc ça, c'est la valorisation des archives. Pardon, excusez-moi, je reviens. Parallèlement, on travaille aussi sur des hors-séries où on crée aussi, on est capable on fait des bibliographies, ça évidemment, c'est très important, des chronologies, des clés. On travaille sur tous les atlas, que ce soit les atlas de la vie, le monde, comme vous voyez, l'atlas des femmes, qui est un atlas sublime, je vous le conseille vraiment, il est très beau, enfin, je vous conseille tout, mais celui-là vraiment il a été magnifique. On travaille aussi sur des hors-séries Une vie, une œuvre, où là aussi ce sont les documentalistes qui sont en charge de la chronologie au début, la biographie de l'auteur, donc ça varie entre 8 000 et 16 000 signes. Donc pour ça on a été accompagnés. Au départ
il y avait des gens qui étaient plus à l'aise dans l'écriture, d'autres moins, mais l'idée c'était pas de violenter l'équipe, enfin même si parfois l'équipe a été mise à contribution, et je dois dire que tout ça n'aurait pas été possible, enfin toute cette production un peu dense n'aurait pas été possible sans une équipe extrêmement ouverte au changement, avec une capacité à s'adapter pour tout, et surtout une très grande mobilisation constante. Parce que la timeline, comme on a vu, au moment du lancement, c'était des horaires fous, mais c'était aussi une cohésion d'équipe formidable. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, on travaillait jusqu'à 21h, mais on était... il y avait quelque chose de... voilà, quelque chose d'une cohésion très, très forte. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a participé évidemment aux 70 ans du Monde, puisque ce sont le livre que vous voyez devant vous, qui est un livre qui a été constitué à partir d'archives. Donc ça a été, ce sont des projets qui nous occupent énormément, puisqu'on est allé fouiller dans toutes les archives. C'était par décennie. On avait chacun des décennies, chacun des bouts de décennies et des bouts de thèmes, c'est-à-dire qu'il y avait eu la politique, il y avait la culture, l'économie, et on a feuilleté le journal. On a décidé de ne pas se contenter d'archives qu'on retrouvait, mais l'idée c'était vraiment d'aller par sérendipité retrouver des pépites et retrouver des choses. Et alors on s'est éclaté vraiment, c'est-à-dire qu'on a trouvé des choses qu'on n'aurait pas forcément retrouvées parce que parfois les archives, elles sont, même si elles sont numérisées et qu'elles sont nous dans notre base de données à l'heure actuelle, on peut les rechercher, mais parfois on peut louper des choses. Et en feuilletant le journal, je dois dire qu'on trouve quand même des pépites à chaque fois. On a travaillé là plus récemment sur l'application Mémorable, qui est une application de culture générale qui sert donc... alors, check, je vous montre. Check, voilà, donc l'application Mémorable, c'est... l'idée, c'est de travailler sa mémoire et connaître sa culture générale à partir du fond du monde, du fond éditorial. Donc, tout ce qui est archive. Donc il y a une pépite, on part d'une pépite, ce qu'on appelle une archive clé, et ensuite on construit une leçon assez ludique autour. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas l'application Mémorable, elle est très chouette. Donc on y a travaillé, au départ on était 2 documentalistes, plus 2 rédacteurs, pendant 18 mois, et puis après on a un peu évolué, on a baissé le temps des documentalistes et des rédacteurs, et maintenant c'est une application qui est close. Voilà, quoi d'autre qu'est-ce que je peux dire? Je me penche vers mon adjoint qui est là. Ah oui, on a aussi participé aux nécrologies, donc au moment quand on a suivi une grande partie de la rédaction, on s'est rendu compte que en allant sur le web, les morts faisaient un peu il fallait qu'on ait des nécros, pas seulement quand quelqu'un meurt, pas seulement la dépêche AFP, pardon, mais quelque chose d'un peu plus étoffé, quitte à ce que après quelqu'un l'écrive dans le print ou fasse autre chose. Donc on a participé, donc on a rédigé plein de nécros, et ça c'est assez chouette, qui ont été même publiés aussi dans le print après. Et on a pu, comme ça, participer à la vie éditoriale aussi du journal. Donc la documentation est assez voilà, ouverte. Donc là, le grand... Ça, c'était vraiment la documentation du monde et de la vie, qui était ensemble. Depuis 2 ans, donc, on est regroupés, les documentations du groupe sont ensemble. Alors, 2 ans, évidemment, on a déménagé le 16 mars 2020, donc autant vous dire qu'on a eu une petite année un peu chaotique. Mais ce regroupement avait été pensé, et surtout, le point central de ce regroupement, c'est un outil commun pour qu'on puisse avoir les mêmes pratiques documentaires dans le groupe, et qu'on puisse avoir. Donc cet outil, il n'est pas encore développé, donc je ne peux pas vous le montrer, enfin il est en passe d'être déployé aux rédactions, mais pas encore, donc je ne peux pas vous montrer, mais c'est sur le même principe, une indexation limitée, on n'indexe plus, on enrichit, et un moteur de recherche puissant pour qu'on puisse, basé sur la sémantique, donc on puisse interroger, pareil, en texte intégral, partout, et faire remonter des concepts, des entités nommées, et donc rebondir. Alors, les concepts et les entités nommées, si vous voulez, je ne sais pas si ça vous parle, vous me poserez des questions si vous avez envie qu'on approfondisse ce sujet, parce que ce n'est pas forcément
ce qui est le plus pertinent. Donc, moi j'ai envie de dire que ce métier de documentaliste, ce qu'il faut pour une documentaliste de presse, c'est coller à la rédaction et coller aux besoins. Si on est déconnecté de la rédaction et que du coup la documentation est vue que comme un centre de coût, ça ne marche pas. Donc on doit rester collé et s'adapter aux besoins de la rédaction. Les journalistes maintenant sont complètement... même les jeunes, c'est-à-dire que c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'au départ, on se disait mince, comment on va récupérer en fait des gens qui travaillent sur des podcasts, comment on va récupérer... Et il suffit de leur faire un premier dossier sur un sujet avec des sources hyper spécialisées, une recherche partout, on va dans tous les fonds, on fait des dossiers extrêmement... voilà, c'est documenté, pour que finalement même les jeunes de 22-23 ans se disent « Ah mais c'est super en fait. Moi je ne serais pas allée là-dessus, j'aurais pas pensé forcément à cette source, j'aurais pas été voir ce site. » Et donc c'est ça qui est vraiment pertinent. On a aussi des gens qui sont... Là, ce service n'est pas forcément... Tout le monde n'a pas forcément les mêmes compétences. On a des gens qui sont hyper spécialisés en data. Là, à l'heure actuelle, moi j'ai un documentaliste qui est détaché pour travailler sur la task force présidentielle. Il fait de la data 2 jours par semaine. Bon, je pense qu'il y a d'autres personnes... Je ne suis même pas sûre que moi j'aurais les compétences pour faire ce qu'il fait, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais... Bon, et on a des gens qui sont très spécialisés histoire, culture, économie, et chacun a un peu sa spécialité. L'idée c'est que tout le monde n'ait pas forcément les mêmes compétences, mais que les compétences soient variées et multiples, parce que ça permet une grande richesse. Et le regroupement des documentalistes, des documentations du groupe, permet aussi cette richesse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent avec un savoir-faire qui est différent du nôtre, mais qui est très semblable, et du coup ça crée une sorte d'émulation intellectuelle entre les personnes, et quand on met en place parfois des systèmes de binôme en disant tiens, moi je voudrais faire cette recherche avec toi, mais on l'a fait ensemble, et moi j'ai pensé à cette source, moi j'ai pensé à ça, mais moi je vais là-dessus et toi tu vas sur quoi, et ça permet une grande ouverture, notamment pour on travaille beaucoup, les demandes elles sont pas forcément pour des rubricards. Un rubricaire, il a sa propre veille, il a ses propres documentalistes, sa propre documentation. Il est sur le sujet. Le rubricaire, c'est celui qui traite du sujet tous les jours. Donc forcément, il ne va pas avoir besoin de nous. Nous, on travaille plus avec des chroniqueurs, des éditorialistes, les grands reporters, qui sollicitent beaucoup et qui sollicitent très en amont. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur, je ne sais pas si vous avez vu la série d'été sur les héritiers l'année dernière. Ça nous avait demandé un boulot, on a travaillé pratiquement 2 mois dessus, c'est-à-dire commencer par un dossier, puis après, chaque documentaliste était travaillé avec un grand reporter. On a des documentalistes qui travaillent aussi sur des projets au long cours, et qui à la fin signent avec le grand reporter, parce que c'est tellement important que la contribution du documentaliste a tellement été importante qu'il y a une signature, donc c'est une vraie reconnaissance aussi, ça, de la rédaction. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de coller. Donc cette mutation, depuis une dizaine d'années, là on est un peu à la croisée, et il faudra qu'on se réinvente de toute façon, puisque il faut se réinventer sans cesse. C'est un métier qui doit prouver son existence et être proposé, et être force de proposition. L'important c'est d'être force de proposition aussi pour la rédaction. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Est-ce que vous voulez que peut-être posez-moi des questions et puis j'approfondirai, parce qu'après sinon je ne sais pas trop ce que vous avez envie, vous, de... Merci. Bonjour. Vous avez parlé de mémorables, vous avez aussi parlé des entités nommées, plus généralement de l'exploration de données. Et l'application mémorable qui utilise l'IA pour faire travailler la culture générale, vu de l'extérieur, en fait, on a un peu l'impression que l'IA fait tout, elle recherche les entités nommées, elle va poser elle-même les questions, etc. Et j'aimerais savoir plus précisément comment vous intervenez pour la construction de ces applications, comment il y a cette interaction, cette osmose entre les machines et les humains. Alors, là, je vais être très claire, le monde n'a pas du tout... On a développé ça avec une start-up qui s'appelle Jimglish, qui avait déjà une connaissance, et donc nous on a apporté notre savoir.
c'est-à-dire notre compétence éditoriale. Ça n'a pas du tout été fait en interne avec des développeurs, c'est nous, on était là pour apporter notre savoir. Donc là, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Les entités nommées, ce que je vous disais là, c'était pour notre système documentaire. Notre système documentaire, il est basé sur une recherche sémantique et qui fait remonter des concepts. Donc nous, on enrichit en entités nommées, c'est-à-dire qu'on peut nommer, par exemple, je sais pas, bon. Je prends un exemple tout bête. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, si vous regardez, si vous cherchez Nantine Plus, à l'heure actuelle, vous allez avoir comme concept Ushuaïa, ministre de l'économie, de l'écologie, pardon, excusez-moi, on n'y est pas. Je sais pas, moi, les verts, enfin des choses comme ça. L'outil va vous proposer directement ces concepts-là. Si vous recherchez dans 6 mois, l'outil va changer de concept. Il va vous proposer harcèlement sexuel, viol, Maureen d'or, il va vous proposer d'autres noms. Et c'est ça le travail sémantique. C'est-à-dire que cet outil permet, c'est la même chose avec des affaires. Quand on tape Chirac, si on fait Jacques Chirac entre 2002 et 2005, on va avoir président de la République, on va avoir, je sais pas moi, évidemment, président de la République, c'est un concept assez simple, mais si on tape plus tard, ou avant, on peut avoir affaire de la mairie de Paris. Voilà, c'est ça, les concepts, c'est ça. Les entités nommées, c'est le moteur qui va rechercher des liens entre deux personnes. Ou même un concept, c'est-à-dire affaire Pygmalion, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont remonter à ce moment-là. Mais, bonjour. Du coup, ça ne s'additionne pas? Est-ce que ça s'efface ou est-ce que le nuage grossit par des concepts? Non, c'est-à-dire qu'en fait, on change, on évolue en fonction de l'actualité. C'est pas une question de... rien ne s'efface, ça reste. Mais si vous faites une demande, il faut jouer sur les dates, en fait. Ça s'ajoute, mais si vous cherchez Nicolas Hulot dans les années 90, vous allez avoir Ushuaïa. Si vous cherchez Nicolas Hulot en 2021, en mars, vous allez avoir, enfin en 2022 plutôt, en mars prochain, vous aurez d'autres concepts. Mais les concepts ne s'effacent pas. Et puis après, vous pouvez faire Nicolas Hulot, Ushuaïa, et dans ces cas-là, vous cherchez autre chose. C'est un système, ça fonctionne par titre, et avec des opérateurs booléens. Donc vous pouvez choisir le et, le ou. Bonjour. Vous avez vécu une phase de transformation assez complexe de votre collectif, de votre équipe en fait. Vous avez dû à la fois vous acculturer aux pratiques numériques sur des outils et des systèmes d'information qui n'étaient pas simples, et puis en même temps monter en compétence vous avez dit, sur des recherches dites complexes, sur des nouveaux produits à valeur ajoutée, les timelines, les livrets, les nécrologies, mémorables, etc. Ce qui m'intéresse, ce serait que vous nous expliquiez un peu comment l'équipe a été accompagnée pendant ces 10 ans sur ce changement, donc à la fois des dispositifs construits, type GPEC, donc évolution des compétences, peut-être avec votre service ressources humaines, et le deuxième volet, ce qui s'est fait spontanément, parce que vous avez beaucoup parlé d'émulation, de passion, et je pense qu'il y a eu cette évolution aussi spontanée du collectif. Ah oui, non, mais c'est très très spontané, c'est-à-dire que dans le parcours de la documentation, en 2008, Sébastien Carguenico devient chef de service. Il y a une évolution, des personnes qui partent, donc des personnes plus âgées, sur un peu une vieille doc, mais qui partent normalement, c'est-à-dire à la retraite. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas dans le service, je reviens dans le service de la documentation, et je viens avec ce savoir-faire qui était que je travaillais moi depuis 4 ans pour les pages archives, donc je faisais des chronologies, et je me souviens très bien, dans le bureau de Sébastien, il me dit, écoute, moi ce que je veux, c'est que tu diffuses un peu ce que tu sais faire. Parce que il faut que, donc au départ, donc l'idée c'était, et donc cet accompagnement, il a été très fort au niveau du service. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un lien où l'idée c'était surtout de ne pas mettre en difficulté quelqu'un. Donc une personne n'allait pas rédiger tout d'un coup 8000 signes sans qu'on en parle, sans qu'on en discute. Donc c'était relu. Et par ailleurs, Sébastien Carguenico avait obtenu de la RH un certain nombre de formations. On a eu des formations, on a été toujours très bien accompagnés. Hein. Vraiment, on a eu cette chance d'être formés et ça continue d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien.
On a donc pu avoir des formations sur comment écrire sur le web, pour éditer des choses, des formations aussi de recherche, d'autres formations, enfin bon, y compris des formations extrêmement techniques en data, pour les personnes qui le souhaitaient, encore une fois. L'idée c'était... Donc il y a eu ça. Il y a eu des moments un peu... Non, cette équipe, elle a été formidable parce qu'elle était ouverte au changement. Personne n'a jamais... Les gens pouvaient dire non au départ, et puis après, bon, non, d'accord, mais j'y vais quand même un peu. Bon, et hop, c'est parti. Mais c'était vraiment... Je pense que c'est aussi une sorte de management important, d'accompagner l'équipe et de ne pas mettre en difficulté. Parce qu'on ne peut pas, si quelqu'un vit un projet comme étant en difficulté, il ne peut pas le faire, le projet. Et puis du coup, ça se ressent, c'est pas possible, et c'est pas ça l'idée. Et les recherches... ça s'est fait presque naturellement, c'est-à-dire que je pense que ce service est un service d'une extrême curiosité. Moi, je dis toujours que la chose la plus importante pour être documentaliste, c'est la curiosité. Si on n'a pas la curiosité, on ne peut pas être intéressé par le reste, par le monde. Et donc, les gens, les documentalistes ont cherché un peu par eux-mêmes. Et puis, il y a cette collaboration avec les journalistes, qui est très, très importante. C'est-à-dire que quand un journaliste vient, discute, parle de son sujet, il y a une espèce d'investissement, les documentalistes sont investis par ce sujet, sur le sujet et par le sujet, donc ils font une recherche beaucoup plus poussée. Et ensuite, il y a aussi la discussion, et puis il y a le retour. Mais c'était super ce que tu m'as trouvé, j'ai pu aller interviewer quelqu'un grâce à ce que tu as fait. Du coup, ça valorise aussi et ça permet de se défoncer, quoi. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se défoncer pour les journalistes. Donc voilà, on a eu ces deux choses-là. Alors, petite question, puisque vous avez abordé la timeline, j'ai refait un tour sur la page archive. Que faire quand un outil comme ça meurt? C'est-à-dire, j'arrive pas à me connecter, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Voilà. Alors que cet outil aurait pu être ouvert avec moteur de recherche pour les abonnés. Alors, quel est le process? Il n'y a pas de process. Il n'y a pas de process parce qu'en fait, il y a des mutations, il y a des changements. Cette timeline, elle fonctionnait très bien et puis elle a été malheureusement dégradée. Donc voilà. Donc, écoutez, je ne veux pas le spoiler, mais on essaye de la faire revivre. Donc, on est là-dedans, on l'a retrouvée, on a déterré des choses. Je dois dire que là-dessus, j'ai été très soutenue par la direction de la rédaction, qui est allée farfouiller un peu partout. Et donc, voilà. Mais elle sera... si vous voulez des archives du monde, il y en a partout, on en crée souvent, on en met... Enfin voilà, on a les trésors du monde, par exemple, toutes les semaines, où on ressort des archives. Après, le moteur du site... En recherche active, c'est plus compliqué. Alors moi, je suis désolée, mais je ne fais pas partie de cette... ce n'est pas moi qui suis en charge. Malheureusement, je pense que... on l'a assez dit, quand on crée un moteur de recherche, il faut s'adresser à des spécialistes. Bon, voilà, c'est comme ça, on a du mal à retrouver les choses. Je pense que ça va évoluer parce que effectivement, c'est... Bon. Mais ça, c'est pas ma partie, malheureusement. Moi, je m'occupe pas de ça. Donc, je m'occupe pas pour le moment. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur un aspect du travail de documentaliste dont vous avez moins parlé, Oui. qui est la veille. Ah oui. Et notamment, je me posais la question, parce qu'à un moment, vous disiez que les rubricards, par exemple, un journaliste spécialiste des médias, disons, font moins appel à vous parce qu'effectivement, ils ont leur propre veille, et ainsi de suite. Je me demandais, est-ce que quand même ça vous arrive par exemple, ne serait-ce que de les former aux outils de veille qui existent, ou est-ce que vous tenez à jour des listes de sources par domaine qui peuvent être plus pointues que les plus connues? Enfin, voilà, comment est-ce que vous accompagnez la rédaction dans ce travail de veille? Alors, en fait, c'est un peu... Quand je parle de rubricard, c'est-à-dire que c'est vraiment, effectivement... c'est particulier. Nous, à l'heure actuelle, on a par exemple 2 veilles qui sont mises en place. On a une veille sur le Covid en province, qu'on fait toutes les semaines et qu'on envoie aux journalistes. Alors au départ, c'était à 4 journalistes sur différentes provinces, différentes régions, pardon. Et puis ensuite, maintenant c'est juste un journaliste qui centralise. Donc toutes les semaines, on lui envoie. Donc on va chercher dans la PQR. On a ce qu'on appelle un agrégateur, qui est un agrégateur, et qui nous permet d'accéder à des sources que les journalistes n'ont pas forcément. Donc on a toute la PQR.
Et tous les lundis matins, on lui envoie les articles qui sont sortis sur le Covid et pour qu'il puisse sentir. Et quand on sent que ça monte un peu plus, on lui envoie 2 fois par semaine aussi parfois. On était à 2 à 3 fois par semaine et là on a réduit. Voilà. Et puis on a aussi des veilles sur les industries, on a des veilles... Donc en fait, on travaille beaucoup, mais c'est plus sur des sujets un peu transverses. Mais on met en place des veilles. En fait, pour revenir sur ce que je n'ai pas peut-être assez dit, dans un des points de la documentation, on a aussi toute une partie prévision. On a un agenda prévisionnel qu'on envoie à la rédaction toutes les semaines. Et 4 fois par an, on a un agenda annuel avec une très grosse rubrique anniversaire, ce qui permet à des services comme les hors-série de pointer, de se dire bah tiens, ah là là, par exemple, je sais pas, en 2024, ou en septembre 2022, il va y avoir tel événement, donc on pourrait peut-être faire un hors-série dessus, ou alors on pourrait faire une série, on pourrait faire des choses. Donc la documentation, elle est d'un côté dans l'avenir, on se projette dans l'avenir, dans l'actualité constante, parce qu'il faut quand même être dans l'actualité, et en même temps on est dans le passé, puisqu'on est dans notre valorisation d'archives, puisqu'on est aussi dans la valorisation du passé, mais qu'on explique aussi, évidemment, le passé explique le présent, et ça donne une lumière. Quand on remonte souvent, au moment de grands événements, on remonte des papiers d'archives. Par exemple, là, pour l'anniversaire d'octobre 61, on a ressorti des papiers d'archives. On a fait remonter des choses qui avaient été publiées dans le monde, on remonte ce genre de choses. Ça permet d'avoir un éclairage, même s'il y a des papiers évidemment qui sont faits, qui sont nouveaux, ça permet d'avoir un éclairage. Donc vraiment la doc, on a cette partie-là à venir, et on a dans le passé, et on doit éclairer. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vous remercie parce que vous avez confirmé quelque chose que j'avais déjà observé dans le métier, c'est l'importance de la formation. Oui. C'est-à-dire que si un documentaliste n'est pas formé, il dépérit. Et j'ai observé ça en conditions réelles, donc je suis content que ce soit confirmé. Et aussi, je m'interrogeais sur la pression du métier de documentaliste de presse, parce que notamment vous disiez que dans certains cas, vous allez finir tard, à 21h. Et je pense aussi que devoir à la fois prévoir l'avenir et penser à plein de choses à la fois, ça doit quand même mettre une sacrée pression au quotidien. Alors, après, il faut... Alors moi, je ne suis pas très, je suis pas très représentative, parce qu'en fait, quand on travaille pour un quotidien, si on n'aime pas un petit coup d'adrénaline, il faut aimer l'adrénaline quand même, parce que sinon, on ne s'en sort pas. La pression... Elle est en fait, non, il n'y a pas, on gère au fur et à mesure, et on n'est pas médium non plus. Donc en fait, aucun journaliste va nous demander, va nous dire, bah tiens, typiquement, je veux dire le Bataclan, le 13 novembre, c'était une journée géniale à la doc. Une journée super, mais vraiment la top journée. On avait obtenu des choses, on était à fond, je me demande même si on n'avait pas... et donc à tel point, on était tellement contents qu'on on a joué à l'euro-million. On était tous à fond, vraiment on était hyper contents. On n'a jamais regardé le résultat, évidemment. Donc et tout a changé. À 21h, on n'était plus du tout dans cette euphorie. Je pense effectivement, ça se trouve, on a gagné 90 millions, on ne le sait pas. Et ça change, mais c'est pas grave, on fait au jour le jour. Et puis après, la mobilisation du service le samedi et le dimanche, cette mobilisation qui a été faite en fonction aussi de l'émotion de chaque personne, mais de pouvoir travailler, d'être collé aussi à l'événement, elle se fait. Et là, à ce moment-là, on a un service qui est... Tout le monde était prêt à venir travailler le samedi et le dimanche. Tout le monde était prêt à travailler non-stop. Les gens ont ressorti des choses. On a préparé des dossiers même pendant la semaine. Même des gens à qui on n'avait pas forcément demandé étaient déjà sur le pont pour préparer, savoir qui faisait quoi, comment ça se passait. Donc voilà, on ne prévoit pas l'avenir, ça c'est sûr. On s'adapte à la temporalité de la rédaction, c'est-à-dire qu'on a des projets
Les hors-séries, ils sont prévus 3 mois à l'avance, donc on a le temps. On est dans une recherche longue, on a le temps, on peut se fouiller, on peut se poser, on peut y réfléchir, on peut parfois y réfléchir à plusieurs. C'est toujours intéressant. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que seul. Donc on se fait un petit brainstorming, tiens, là, t'as pensé à ça, bon. Et puis après, on peut aller dans des recherches, le hors-série peut monter en puissance au moment où on est le jour du bouclage, où ça peut aller. Et puis on a des demandes le matin à 7h30 pour l'édito, ou s'il se passe quelque chose la nuit, enfin je veux dire Fukushima par exemple, typiquement, là on s'est retrouvé à un moment où voilà, on était 2 le matin, et il a fallu gérer Fukushima pour que le journal sorte et qu'à 10h30 on ait les derniers, avec Gilles Van Code d'ailleurs, qui était descendu à la doc, et pour nous informer et pour nous dire ben voilà, il me faut ça, il me faut quels sont les derniers accidents nucléaires, les centrales, le positionnement. Voilà. Donc la temporalité, elle est variable. Alors la documentation est ouverte de 7h30 à 18h30, mais tout le monde ne fait pas 7h30, 18h30. Il y a des gens qui arrivent le matin à 7h30 et donc qui après partent à 16h30 et puis d'autres qui arrivent plus tard à 9h, 9h30. Et puis c'est en fonction. Évidemment, on est dans un centre où enfin, on colle à l'actualité. Donc parfois, il se peut qu'on travaille, qu'on ait des fortes demandes et qu'on reste tard le soir parce qu'il y a besoin. Le lendemain, on arrive un peu plus tard. Enfin, ça, il y a une souplesse, évidemment, en bonne entendante. Enfin, on gère ça très bien. Tout le monde est assez... on est journaliste, hein, donc... on est quand même assez libre là-dessus. Si demain vous deviez faire un recrutement d'une personne pour rentrer dans cette fabuleuse équipe et aventure, quelle serait votre personne idéale? Alors à la fois en termes de compétences clés, outils, mais aussi de compétences humaines. Écoutez, j'espère que c'est bien filmé, que tout le monde m'entend. Donc, non, alors il n'est pas du tout prévu de recrutement, c'est bien dommage. Mais pour le moment, on est à périmètre constant, donc c'est déjà très bien. Cette doc a été regroupée avec tout le monde et ça, c'est très important. Moi, je dirais les qualités qu'il faut pour être documentaliste de presse, donc c'est déjà avoir une connaissance un peu, être curieux de la presse, avoir lu un peu, parce que je pense que moi, je suis toujours... on a vu passer des petits stagiaires qui étaient en IUT de doc, donc qui sortaient après le bac, et il manque quand même quelque chose parfois qui peuvent rattraper, parce que la curiosité, ça se fait. Donc déjà une curiosité et une envie du monde, une envie de voir, lire la presse, évidemment, parce que si on ne lit pas la presse, toujours pareil. Hein, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit la première chose que tu dois faire, quand le journal arrive à 14h, c'est le lire. C'est le premier truc que tu fais parce que tu dois connaître ce que... Donc ça, c'est les qualités. Bon, après, il y a une qualité de curiosité, peut-être d'adaptabilité. Parce que c'est ça aussi, on doit s'adapter. La documentation, c'est un service qui doit constamment changer et évoluer avec la rédaction. Si on n'est pas capable de s'adapter, on meurt. Je pense que c'est vraiment le premier truc. Donc il faut quelqu'un d'adaptable. Et puis, après, j'en sais rien. Moi, dans l'équipe, on a une grande qualité de recherche, bonne cuisinière, non, je dis ça, ou bon cuisinier. Nous avons des cuisiniers et des cuisinières hors pair dans le service. Voilà. Donc après, je sais pas, je pense que c'est ce qui est très difficile, et moi j'ai jamais eu à embaucher quelqu'un, donc je peux pas savoir, j'ai déjà vécu des embauches, mais ce qu'on voit, c'est la manière dont les gens travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut aussi être pas seulement sur son petit périmètre, mais être capable d'aller vers les autres. D'abord parce qu'on est dans un métier de service. Donc si un journaliste arrive et qu'on ne lui répond pas, ou qu'on lui répond mal, ou qu'on ne pose pas les bonnes questions, eh ben on va faire mal la recherche. Il faut être en capacité d'être en interaction. C'est vraiment quelque chose, c'est un métier où on doit être en interaction. Le confinement a été sur ce point très intéressant parce qu'on a réussi à maintenir cette interaction et ce lien avec la rédaction très fortement. Et finalement, après, le plus difficile, c'était de passer le mixte
et le télétravail est un moment un peu compliqué pour la documentation. Parce que les journalistes, ils viennent, ils ont quand même envie de discuter avec nous, de parler de leur projet. En rebondissant sur cette dernière réponse, et il y a deux choses concrètes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est l'équipe actuelle. Quels sont les profils? Est-ce qu'il y a seulement des documentalistes de carrière qui ont un diplôme ad hoc, ou vous avez une transversalité en compétences et en formation aussi? Et la deuxième question, peut-être je dis une bêtise, mais comment, notamment pour la veille, comment vous travaillez à l'international? C'est-à-dire, vous faites de la veille internationale, anglais, chinois, etc. Et en rapport à ça, il y a comment vous vous organisez? C'est-à-dire, il y a des spécialistes qui sont trilingues, quadrilingues, ou vous avez des pôles. Comment vous travaillez là-dessus? Alors, je vais répondre déjà pour la formation, parce que c'est ça qui est intéressant. La formation, la documentation, c'est un métier qui est venu, qui a été professionnalisé tardivement. Donc moi, je suis vieille, mais donc je n'ai pas fait d'études de documentaliste. Voilà, moi, je suis arrivée à la doc parce que mon parcours, j'ai fait une maîtrise d'histoire. Une maîtrise d'histoire, l'enseignement, ça ne me tentait pas trop. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une maîtrise d'histoire? Et je me suis dit, tiens, je vais faire un DEA de communication, parce que la communication, ça me paraissait plus professionnalisant. Et puis mon DEA, il commençait le 1er novembre, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en septembre-octobre? Je vais postuler à la Doc du Monde. J'ai eu de la chance, ils m'ont prise. Alors, il se trouve que, quand même, dans mon parcours personnel, j'avais fait ma maîtrise d'histoire sur l'image du général de Gaulle dans la presse britannique. Donc en fait, j'avais déjà passé 1 an à dépouiller toute la presse britannique pour rendre un mémoire. Donc je n'étais pas complètement déconnectée. En reparlant là récemment avec une collègue, elle m'a dit, mais en fait, ton parcours, il fait sens. Mais voilà, ensuite j'ai fait un stage. En septembre 2001, je suis arrivée dans une doc un peu poussiéreuse, un peu vieillotte, et puis tout d'un coup, le 11 septembre, tout a explosé, ils m'ont mis des paillettes dans les yeux, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vu cette machine repartir. J'ai vu ce qu'était ce métier de documentaliste, et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'histoire, de l'autre côté, on a l'actualité, on lit la presse, on travaille avec des gens qui sont formidables, parce que c'est aussi ça. Et donc, voilà, donc moi, c'est mon parcours propre. Et dans les plus jeunes de la presse, il y a beaucoup qui ont fait de l'histoire aussi, et qui ont fait après des maîtrises. Maintenant, il y a des maîtrises et des DESS, comment on appelle ça, des M2, M3, je dis M2, de documentation. Et donc là, ça reprend un peu donc dans les plus jeunes, dans ceux qui ont 35-40 ans, il y a une formation plus spécialisée. Mais l'appétence, elle vient aussi de sa propre curiosité. C'est-à-dire que, d'accord, on peut très bien avoir un métier. C'est important d'être formé sur les outils. Maintenant, il y a des choses qui sont très... moi, j'ai appris sur le tas, mais sur le tas, il y avait peu d'outils. Maintenant, je pense que c'est génial de pouvoir être formé à des outils sémantiques, à des outils de search, à des outils de la data. Donc c'est important. Mais voilà, dans le service, il y a des gens qui sont ultra compétents en culture, qui viennent d'horizons très différents, d'autres en économie, alors qu'ils ont fait de la sociologie en études. Donc c'est vraiment... voilà, on en fait ce qu'on... Enfin, c'est pas qu'on en fait ce qu'on en veut, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est très ouvert, et l'important, c'est de s'intéresser et d'être dedans. Donc voilà pour la formation. Après, vraiment, nous, on a été accompagnés pour des mutations, parce que, évidemment, moi, je suis au monde depuis 18 ans, moi, j'ai pas la même... D'abord, le métier a changé. Donc, je ne sais pas si je réponds correctement à votre question sur la formation et sur le... Je me demandais, d'ailleurs, vous êtes journaliste. Ah D'une oui. certaine façon. Ah non, on est journaliste, on a la carte de presse. Ouais, voilà, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des journalistes qui ont passé de l'autre côté, par exemple? Alors, il y a bon, alors moi je peux parler du Monde. Donc le Monde est un journal, c'est formidable, les opportunités elles sont partout. Donc on a des documentalistes qui sont allés à la rédaction,
qui ont été écrivains, des documentalistes qui sont passés éditeurs, et puis des documentalistes qui sont allés et puis des journalistes qui se sont dit mais attends, c'est super ton truc là, et qui sont venus. Donc chez nous, on a 2 personnes qui viennent de la rédaction. Donc il y a ce côté transverse, qui joue. Après, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que l'évolution, elle est, si on a envie d'écrire, d'être journaliste écrivant, eh ben, il faut faire en sorte d'y aller, mais les choses évoluent. Après, c'est un autre métier. Et pour les langues? Alors, pour les langues, non, alors ça, je suis désolée, mais on est très limité en compétences linguistiques. Nous avons l'espagnol, bon, l'anglais évidemment, ça tout le monde, l'espagnol, l'allemand, on n'en a plus trop, hein. Je me penche vers mon adjoint, on en a un, voilà. Mais le chinois, bien tenté, il y a quelqu'un qui m'a demandé une formation de chinois, et là on m'a dit non mais c'est quoi ce bordel, Muriel? Surtout qu'il m'a dit oui, en fait ça marcherait qu'à l'oral. Je dis bon alors écoute, laisse tomber, ça peut pas. Et en fait les sources sont essentiellement traduites. Puis c'est très fermé, donc c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, quand on a le correspondant qui est à Pékin, c'est différent, enfin il a d'autres demandes. Donc on n'a pas à proprement parler de veille. En fait, c'est en fonction. On peut avoir des veilles. On a eu plusieurs fois des veilles internationales sur des journaux très économiques où c'est très ponctuel. Ça peut être sur une société, par exemple. Et là, on est essentiellement sur l'anglais. Mais l'idée, quand même, c'est que c'est un service avec des compétences multiples, mais que tout le monde peut quand même répondre à tout le monde. Il n'y a pas de spécialité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui s'en font que de l'économie, que de la politique, que ça. Parce que ça, c'est aussi, je pense, dans l'ultra-spécialisation où on ne peut plus rien faire après si la personne n'est pas là, ça ne marche pas. Et il faut qu'il y ait une possibilité de diffuser son savoir. C'est très important. Moi, je maintiens que la communication entre les documentalistes, il faut qu'ils se donnent des pistes, ils s'aident, il y a de ça. Et l'aide, elle est très importante. Alors, juste une question qui m'est venue en pensant aussi au métier des documentalistes iconographes, qui parfois font des commandes de récupération de matériel. Alors pardon, j'ai pas compris. Documentaliste quoi? Iconographes. Iconographe, ah oui. Qui font des commandes de photos sur un lieu ou sur un événement. Est-ce que ça vous arrive aussi de faire des commandes à votre initiative de récupération d'informations ou de documents Ah oui, alors l'iconographie c'est autre chose. Nous, il y a un service bien distinct au monde. Nous on ne s'occupe pas du tout de la photo. C'est pas notre. Il y a un service qui passe de commandes, qui lance des prods. Enfin bon, ça c'est autre chose. Nous on va partout, hein, j'ai envie de dire, on achète, si jamais on a besoin d'acheter une revue, on achète une revue, si on a besoin d'aller voir sur des sources un peu bon, on a un zinzin du dark web, donc des fois il nous fait des trucs, bon on essaye de rester dans la légalité quand même, mais voilà, donc on va un peu partout. L'idée c'est vraiment de ne pas se limiter et d'avoir des sources spécialisées parce que ça c'est ce qu'on peut apporter en plus aux journalistes. C'est vraiment notre savoir-faire, c'est de retrouver la source à laquelle il n'aurait pas pensé ou à laquelle il n'a pas accès forcément. Donc des commandes après, je ne sais pas, alors un autre point qui est très important dans la documentation de la regroupée, c'est qu'on a une bibliothèque qui est formidable. On est parti avec notre bibliothèque et qui est une bibliothèque extrêmement vivante que nous alimentons, que nous continuons à alimenter régulièrement. Et ça c'est vraiment très important parce que les journalistes sont très en demande de bouquins. En fait, on pense que le papier c'est fini, mais pas du tout. Les livres c'est quand même la source véritable. Il y a un besoin. Donc on achète des livres. Après, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, plutôt, mais il m'en vient une seconde. Allons-y. C'est plus sur vous parlez des sources que vous avez. Et à la fois, je suis tenté de vous demander si vous avez des plus bizarres. Je me retourne toujours vers mon adjoint, excusez-moi. Ah non, mais là, je ne peux pas avoir le temps. Oui, c'est ça, ça dépend de la demande. C'est-à-dire qu'on va avoir... Non, alors par exemple, il y a des choses qui sont...
je prends le cas un jour, je passe dans le service au moment de l'affaire DSK. Et là, je me retourne vers un documentaliste, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film porno? Mais je dis, c'est pas possible, là, on travaille. On peut pas, là, qu'est-ce que tu fais? Et donc, il me dit, donc il était en train de faire des recherches hyper poussées sur les boîtes échangistes, où avait été où les trucs pour un journaliste, pour un grand reporter. Et donc, on était tous un peu bons. Et après, ça, évidemment, c'est resté. Et bon... Mais donc, voilà, on va partout, des choses les plus horribles qui soient, aux choses les plus... Voilà, toutes les sources sont possibles.